Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle table ronde. Pour expliquer vite fait le concept de la table ronde pour ceux qui connaissent pas trop, c'est des conférences qu'on organise pour la formation The Hacking Project, dans laquelle on reçoit des invités, donc qui peuvent être des alumni ou des personnes qui sont extérieures à la formation, qui vont nous parler d'un sujet précis en rapport avec le monde du code et de la tech en général. Alors exceptionnellement, c'est moi qui vais, présenter cette table ronde. Donc normalement, c'est Lilian Muller ici présent qui les présente. Mais étant souffrant, il a un peu du mal à parler, il peut avoir des grosses quintes de toux, on va laisser se reposer la voix et c'est moi qui présenterai cette table ronde. Alors, aujourd'hui, nous recevons Charlotte Favier et Quentin Plot qui vont nous parler de tips and tricks pour mieux coder. Je vous referai, rapidement la, comment dire? Les différents points qu'on va aborder pendant cette conférence après qu'ils se soient présentés. Mais en gros, voilà, on va parler clean code, on va parler design pattern, on va parler debug, on va parler test. Ça va être assez complet, donc normalement, vous en aurez, pour votre argent. Hem, Si vous voulez poser des questions, discuter par rapport à la table ronde, pour ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez sur le salon qui est juste au-dessus. Donc vous avez le forum table ronde dans lequel vous avez, les différentes tables rondes, qui ont déjà été présentées. Vous venez cliquer sur celui qui est tout en haut, Tips and Tricks d'Alumni mieux codé et vous allez avoir accès au post et vous pouvez poser vos messages là-dedans. Alors je pense qu'on est bon, donc bonjour Charlotte, bonjour Quentin. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté l'invitation. Hop et puis, je vais vous laisser vous présenter rapidement avant qu'on commence. Ouais, Vas-y Charlotte, tu peux commencer. c'est parti. Du coup, moi, c'est Charlotte, je suis développeuse depuis 1 an et demi chez Mooncard. J'ai fait PHP en janvier 2020. J'ai fait les 3 mois Rails. Ensuite, j'ai fait environ 6 mois de stage, programme aspirant avec, Guillaume, avec PHP et après j'ai refait les 3 mois de PHP React, voilà et avant ça, j'avais une formation commerciale et j'avais travaillé en service client marketing j'étais totalement débutante en code. Voilà pour moi, globalement. OK, Quentin? merci et Quentin du coup? Oui, alors, bonjour à tous. Donc moi, c'est Quentin. J'ai fait, The Hacking Project en septembre 2020 pour, la formation, sur Rails et ensuite, pour la partie, janvier vers avril 2021, d'ailleurs avec Charlotte. Et voilà et puis, pas d'expérience spécialement en code, et pareil, à l'instar de Charlotte, j'avais plutôt travaillé, dans des startups, mais côté, business, côté, customer success. Donc rien de spécial, point de vue technique, mais voilà, c'est tout un monde, qui s'est ouvert à moi, en tout cas pour cette formation et vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas pour la suite, que ça vous ouvre, toutes sortes de choses, en tout cas, pour la suite de vos carrières. Et donc ah oui et à la suite de THP, là je travaille depuis, 1 an et demi environ chez Soprasteria. Voilà une grosse entreprise de prestations informatiques. Et j'ai lâché Rails et là, je suis passé sur, Java Spring, et Angular côté front. Voilà pour moi. OK, merci beaucoup. Alors du coup, on va pouvoir commencer, à rentrer dans le vif du sujet. Donc ce que je vous propose, c'est de parler, dans un premier temps de clean code. On va parler un petit peu, voilà, en entreprise, quels sont les différents principes qui peuvent permettre d'écrire du code, le plus propre possible? Notamment, du principe solide et cetera. Je vous laisse nous en dire un petit mot. Je ne sais pas si quelqu'un veut commencer là-dessus? Vas-y Quentin. OK, ça marche. Clean code, c'est vrai que c'est un terme qui va revenir, assez fréquemment, sur n'importe quel environnement professionnel, que ce soit, petite boîte ou grosse boîte, qui propose l'informatique. Forcément, on va très vraisemblablement parler de clean code. Donc en fait, ce que ça englobe, vraiment pour, résumer très synthétiquement, c'est, bien voir une code base comme différentes couches, et bien penser au fait que,
toutes les portions de code qu'on va écrire doivent remplir une fonction très précise. Donc ça, c'est l'un des principes détaillés dans les principes solides. Mais voilà, le clean code, c'est vrai que, lors de la formation, THP, c'est abordé, mais l'idée, c'est vraiment de coder chaque partie de sa code base et de voir vraiment ça comme un assemblage de petites pièces, plutôt que, quelque chose de très très global, très massif. Voilà, en tout cas, la première chose qui me vient pour le clean code, c'est ça. Et donc après, ce qui est bien, c'est que n'importe quel framework, que ce soit Rails, que ce soit Spring côté Java, va en fait présenter les choses, présenter les différentes couches. Donc la partie modèle IA, la base de données, la partie, contrôleur, la partie, les vues forcément, côté front. Hem, voilà, en tout cas pour, quelques points, par rapport au clean code. Je sais pas si, Charlotte, comment est-ce de ton côté, qu'est-ce que ça signifie au quotidien? Hem, pour moi, il faut toujours penser à se mettre à la place de quelqu'un qui a jamais lu le code ou qui connaît pas du tout le produit et qui, dès qu'il voit le code, il est censé pouvoir comprendre ce que tu es en train de faire et du coup, ça passe par, faire des méthodes qui ont un but précis, bien nommer tes méthodes, bien nommer tes variables et du coup, c'est des choses qui peuvent être appliquées, dès maintenant, dans THP quand vous faites vos projets finaux, par exemple. Faut vous efforcer à commencer à respecter ces principes-là, en fait, dès au plus vite. Voilà donc bah, comme a dit Quentin, une méthode fait une chose, voilà. Enfin, globalement, c'est à ça que je pense en premier pour que tout le monde puisse le comprendre, ton code. Et est-ce que vous auriez des exemples concrets justement pour, écrire du code propre? Donc, par exemple, on a parlé de la méthode solide. Je ne sais pas si tout le monde est vraiment, comment dire? Vraiment familier avec, ces principes-là. Donc est-ce que vous pourriez vite fait, voilà, résumer un petit peu ce que c'est et donner peut-être, d'autres astuces que vous avez, pour écrire du code propre? Bah, moi, j'ai un exemple qui me vient, c'est, en fait, solide, la première lettre S, c'est pour, Single Responsibility Principle. Donc vraiment, une portion de code va avoir une responsabilité unique et pas faire plusieurs choses à la fois. Donc là, pour vous donner un exemple, c'est, comment dire? Les les endpoints un peu classiques du REST. Donc, il y a, un endpoint qui va servir à faire un get de toutes les entités, un endpoint qui va servir à faire un get précis de une entité à la fois, un autre qui va permettre de supprimer quelque chose. Donc en fait, on va dire dans les implémentations, de ces endpoints, c'est pas le endpoint qui va faire une suppression d'un modèle qui va faire tout autre chose, qui va impacter un peu ailleurs, les autres éléments. Donc en fait, c'est vraiment, voilà, le côté responsabilité unique, c'est vraiment de se dire: «OK, là, je clique sur un bouton, je vais aller chercher, un peu dans la code base, dans le back-end, heu, un service, une méthode très précise pour faire ce que je cherche» et cette méthode-là, elle va pas englober d'autres choses, elle va pas être liée à d'autres portions de la code base. Voilà, c'est un peu ça le fil conducteur en fait de ce principe de responsabilité unique, c'est vraiment ça. Et dans ce principe-là aussi, tu le enfin, faut que ton code, il soit fait de façon à ce que, tu puisses rajouter des fonctionnalités sans avoir à tout refacto derrière. Donc, dans les exemples que tu as donnés, Quentin, on pourrait dire aussi, si tu dois envoyer un export, par mail à un client, dans ta méthode qui envoie le mail, il ne faut pas que ce soit la même méthode qui génère l'export, parce que si un jour tu veux venir modifier l'export ou créer un deuxième export différent, il faut d'abord que tu crées ton export dans un service, puis après dans un autre service, tu envoies le mail qui vient chercher l'export qu'il faut. En fait, tout est bien séparé et après tu as juste à assembler et tu fais la fonction que tu veux avec tous les éléments que tu as créés bien indépendamment. Je sais pas si ça parle comme exemple, mais Oui, ça parle. Faut penser un petit peu, ouais, comme, ce que j'aime bien prendre comme exemple aussi, c'est dire, c'est un petit peu des Lego, en fait, qu'on vient ensuite assembler dans l'autre qu'on veut. Mais ça permet, voilà, de s'il y a un Lego qui fonctionne pas, on n'a pas à tout rechanger. On a juste à changer cette pièce-là et puis, ça fait le taf. OK. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire encore, là-dessus ou est-ce qu'on passe, à la partie suivante? moi Alors moi, j'ai j'avais que noté autre chose qui me pardon. vient, ah, bah, vas-y, vas-y, je t'en prie Charlotte. Bah, moi c'est très précis, des petites, des petits tips, Ruby, mais très précis du coup sur, Ruby.
bien à l'aise, quoi. Après, je sais pas si tu étais sur un truc plus général, Quentin, peut-être qu'on va rester sur le général. Non, bah, vas-y, t'inquiète, hein, je prendrai la suite juste après. OK, juste, par rapport à ce que vous pouvez utiliser pour vos projets finaux pour essayer de coder plus clean, il y a les sur Rails, vous avez les enums qui vous permettent d'avoir des types de données dans vos bases de données qui sont bien pratiques et ça, c'est vraiment très utile pour mettre, par exemple, des statuts, enfin, des choses comme ça. Je vais vous envoyer la doc, mais c'est quelque chose qu'il faut essayer d'implémenter dans vos projets finaux parce que ça va faciliter la lecture et la gestion, en fait, de votre base de données et c'est un truc qui est vraiment à connaître parce que c'est utilisé, enfin, chez Mooncard, on l'utilise genre partout et c'est hyper pratique. Donc j'avais ça à vous dire, et après, ouais, dans les modèles, enfin, regardez un petit peu les méthodes privées, les méthodes publiques pour essayer de bien séparer, en fait, les méthodes qui vont vous servir, par exemple, que dans un contrôleur ou que dans un modèle, les passer en privé plutôt que de tout avoir en public. Donc voilà, ça, c'est des concepts aussi qu'il faut regarder un peu et qui peuvent être, appliqués dès vos projets finaux. Je vais vous envoyer ça après dans le chat. OK et Quentin, du coup? Oui, moi, c'était juste un autre point, toujours par rapport au principe solide, en fait, c'est la deuxième lettre, le O, c'est pour, open ou closed. Donc en fait, se dire que, et c'est notamment, un concept qui est très fort dans la programmation orientée objet, c'est de se dire qu'on a, par exemple, une classe mère qui va avoir, un certain nombre de fonctions précises. Il va avoir des classes filles. Et donc en fait, l'idée, c'est de pas remplir, une classe mère, de toutes sortes de choses. À nouveau, pour vraiment séparer les responsabilités, se dire: «OK, si on a une classe qui doit avoir, d'autres fonctions, bah, dans ce cas, autant la séparer et qu'elle ait elle-même des méthodes très précises, des méthodes privées, qui sont pas accessibles ailleurs». Donc voilà, c'est le deuxième, toujours pour le principe solide, hein, pour, tout ce concept-là. Enfin, je vous invite vraiment à jeter un œil à la documentation, pour avoir plus d'exemples précis sur ce que c'est. Mais voilà, la deuxième lettre, c'est le fait de, open ou closed, donc d'avoir des classes mères qui ont certaines fonctions et des classes filles, des fonctions autres, pas vraiment, faire une masse compacte, de tout. OK, génial. Du coup, ouais, on y reviendra peut-être, plus tard sur, tous ces principes de clean code. De toute façon, on va rester un petit peu dans la même thématique, en vous parlant donc du prochain sujet qu'on avait, prévu, qui est celui des design patterns. Alors les design patterns, normalement, ceux qui font, développeurs, ça vous dit quelque chose parce que c'est sur ça que vous étiez, cette semaine, c'est sur ça que vous travaillez. Ceux qui font full stack, pour l'instant, ça vous dit pas forcément grand-chose, donc est-ce que vous pourriez faire, une petite introduction au design pattern pour nous dire, voilà, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et pourquoi ça permet, d'écrire du code, plus proprement? Bah, en fait, pour résumer, ce que c'est qu'un design pattern en informatique, c'est une approche, choisie, consciente, délibérée, qui est choisie dans l'architecture de la code base pour répondre à un problème précis. Voilà, si vraiment, je devais résumer ça, ce serait un peu ça l'idée. Et donc en fonction de la technologie, en fonction du montage, qui est choisi par l'entreprise, il peut y avoir des patterns qui vont être assez différents. Et donc voilà, pour la suite, en tout cas, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de comprendre, par rapport aux technos qui seront utilisés, bah, quel design pattern est utilisé, par la même occasion, pourquoi, et voilà. Et ça donnera, pas mal de plus comment dire? De sens à l'architecture, du projet. OK. Et vous avez des exemples de design pattern qui vous viennent en tête, par exemple, des choses qui sont assez utilisées? Alors j'ai un exemple qui me vient, mais bon, surtout par rapport au front-end. Là, c'est très précis, c'est sur du Angular. Donc c'est appelé design pattern. Également, en fait, ça repose sur le modèle view et view model. Heu, voilà, en fait, c'est, sur Angular, sur une appli en front.
Donc on va avoir, un peu à l'instar d'une appli Rails, on va avoir des modèles, qui vont permettre de bien structurer ce qu'on va renvoyer à l'écran. Forcément des vues, et là là c'est du HTML, à la fin c'est du HTML pur, donc clairement c'est des vues. Et vue modèle en fait c'est ce qui permet de faire la liaison entre, comment dire? Les données dynamiques, qu'on va recevoir du back-end, vraisemblablement, et ces fameuses vues. Donc voilà, ça c'est vraiment un design pattern choisi, par Angular. Heu, Maintenant un autre exemple toujours, elle est toujours sur Angular, c'est le design pattern des observables, et donc là, c'est spécifiquement pour la gestion de l'asynchrone. Globalement, l'idée, c'est qu'on observe des données qui vont venir du back-end, et dès que ces données vont changer, vu qu'on les observe, en fait, on va avoir comme une sorte d'alerte et pouvoir remettre à l'écran, ce qui ira bien avec les données fraîches. Vous voyez, en fait, le design pattern, c'est vraiment, c'est des choix faits par telle ou telle techno, telle ou telle architecture, pour répondre à un problème donné. OK. Bon, ça m'a l'air assez bien. N'hésitez pas, hein, surtout si vous avez des questions, je le répète, vous avez accès au chat écrit juste au-dessus. Donc, hésitez pas à les poser, là-dessus ou bien à lever la main, on pourra, vous interroger, une fois, voilà, qu'on aura fini un peu d'exposer tout ça. Sur les design patterns, il y avait rien à dire d'autre? Il y a rien qui vous vient pour l'instant? Non, pas de mon côté en tout cas. Non? OK. OK, ça marche. Alors, on va peut-être passer du coup à notre prochaine partie, qui est une partie qui va être sur le debug. Donc quand, on code, forcément, il y a des bugs qui viennent, quoi qu'il se passe, vous envoyez tous les jours des bugs et il y a des astuces, voilà, pour bien débugger du code. Donc, est-ce que vous pourriez nous en donner quelques-unes? Ouais, moi je vais commencer. La première, c'est de lire les messages d'erreur. Parce qu'on prend pas forcément, enfin, en tout cas au début, le temps de bien lire, le message d'erreur, de bien lire les logs que vous avez eu juste avant, et rien que ça, normalement, ça vous résout 60 de vos problèmes, et à force de les lire, et vous allez avoir les réflexes et vous allez savoir direct ce qui va pas plutôt que d'y passer des plombes, en vous énervant en tentant 1000 commandes pour voir ce qui pourrait marcher. Donc ça, c'est le premier truc, et après je crois que c'est marqué, genre 1000 fois dans les cours, THP, mais dans le doute, mets des puts, et du coup, enfin faire des puts quand vous savez pas, ou utiliser, Bybug au maximum, pour tester en console la donnée que vous avez, à l'instant T. Donc voilà, c'est vraiment des réflexes à apprendre, et vous allez en avoir besoin pareil pour les projets finaux, et il faut penser à le faire. C'est hyper, hyper important. Voilà, et globalement, voilà, c'est ça, et sinon sur Rails, vous avez possibilité de récupérer tous vos logs dans un fichier, et c'est beaucoup plus facile à relire et à chercher, que directement dans le serveur. Donc pareil, j'enverrai la doc, c'est un petit tips, mais voilà, pour pouvoir plus facilement lire vos logs. Globalement, c'est tout ce que j'avais sur le sujet. Je sais pas si Quentin, tu as des trucs? Moi, c'était juste une question, oui, pour Rails, quel est l'outil idéal que tu utilises pour loguer, les choses qui se passent, peu importe, hein, dans le contrôleur, dans la création d'un modèle, hormis les puts, les fameux puts? Bah, j'utilise, Binding Break maintenant dans Rails, le dernier Rails là, et du coup, je le mets, dans ma fonction. Dès que j'y arrive, ça se dans mon serveur, j'ai comme la console qui s'ouvre, et là, je peux checker, ce qui va pas, ce qui se passe, et c'est ce que j'utilise, 80 du temps, et sinon, je fouille, dans mes logs, tout le temps pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est tout. Ah oui, donc ça crée vraiment un point d'arrêt dans l'exécution, Ouais, voilà, dans ça fait une pause, en l'exécution de fait. la logique? Donc par Mmh, exemple, si d'accord. tu comprends pas pourquoi ça marche pas parce que ta valeur elle est pas passée ou quoi que ce soit, tu peux directement voir, ce que tu as à ce moment-là, en fait, comme valeur, et du coup ça t'aide à voir, ce que tu as envoyé, avant, et pourquoi ça fait ça, quoi. Mmh. Ouais, non, mais je pose la question parce que ce qui est intéressant, c'est que les fondamentaux, en fait, se retrouvent d'une techno à l'autre. Sur Spring, bon, il y a toutes sortes d'outils
Pour loguer les choses, le fameux Log4j, ça avait beaucoup fait parler parce qu'il y avait une vulnérabilité sur une version, mais bon, ça c'est maintenant de l'histoire ancienne. Mais donc c'est un peu la même idée. Log4j, ça permet de, peu importe le point où on en est, dans l'exécution de la logique, donc on crée un modèle, on arrive à un endpoint sur un contrôleur et cetera. On peut loguer des choses qui se passent, avec la donnée qui arrive, la donnée qu'on traite, la donnée qui est supposée ressortir. Donc ça permet d'avoir des beaux messages. Alors il y a un équivalent de puts sur Java aussi, mais bon, les logs, c'est quand même, présenté de façon plus clean. Et après, tout comme Charlotte l'évoquait à l'instant, on peut aussi mettre des points d'arrêt dans le code. Donc ça permet vraiment, pas avoir, un mur de messages, en console, mais vraiment de s'arrêter à un instant pour dire: «OK, donc là j'ai la fon je suis dans la fonction bidule, là j'ai cette donnée X qui est arrivée. Est-ce qu'elle est bien, du bon type? Est-ce que c'est bien ce que j'en attends?» et cetera, ou est-ce qu'il manque des choses? Et voilà, ça permet vraiment petit à petit de, effectivement débugger la bon, j'ai envie de dire là, c'est plutôt, pour la partie back-end, mais voilà, ça permet d'être conscient un peu du flow qui avance petit à petit et voilà et c'est assez indispensable, si on fait, du back-end à un moment de vraiment, faire son cheminement petit à petit en suivant ses logs. Et puis après à la fin on y arrive là, le endpoint fonctionne parfaitement, il fait ce qu'on attend et c'est ça qui fera plaisir. Et puis après bon là ce qui va me venir, c'est je sais pas si, Charlotte avait d'autres choses, sur le debug côté back-end? Non, pas spécialement. Ouais, je précise que moi, je suis principalement back-end, je fais pas vraiment de front. OK, ouais, parce qu'aussi, maintenant pour, faire la transition, c'est aussi vachement possible en fait de faire du debug en front-end. Heu, alors, si vous avez commencé JavaScript, je pense que vous connaissez forcément le console.log. Qui permet de voir directement dans l'exécution sur le navigateur ce qui se passe. Donc ce qu'on va envoyer en fait, de la fenêtre, voilà, on peut console log tout ça. Il y a d'autres variétés. Il y a console.table qui permet de mettre directement un tableau, console.warn qui permet d'afficher en jaune pour que ce soit plus visible, dans la console, console.error. Donc ça, ouais, on peut l'écrire de cette façon. Et sinon, si vous voulez vraiment faire du debugging en front-end, du debugging, on va dire le plus avancé, dans la console Chrome et je pense qu'il y a très certainement un équivalent sur Firefox. Si vous faites inspecter, vous pouvez aller directement, dans source, l'onglet qui s'appelle source et après vous avez votre code, JavaScript, que vous pourrez trouver et dans ce code JavaScript, vous pouvez mettre des points d'arrêt. Un peu comme, ceux qu'on évoquait à l'instant, en back-end côté serveur, bah, c'est un peu la même chose. Voilà, vous allez dans source et vous pouvez mettre des points d'arrêt. Donc pareil, vous arrivez sur votre fonction bidule sur JavaScript, bah, où vous en êtes. OK, là, vous avez reçu ça comme donnée, il y a ça qui va être traité. Pour le point d'arrêt juste après, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a un problème, c'est pas la bonne donnée et cetera. Donc vraiment même idée, en front-end, vous pouvez aller assez loin dans le debugging et voilà, à partir du moment où on le fait avec ces points d'arrêt, c'est vrai que ça peut franchement faciliter les choses, plutôt que d'avoir un amoncellement de messages, divers qui vont apparaître, en console. Heu, voilà, donc si besoin, n'hésitez pas, à utiliser, cette approche-là. OK, merci beaucoup. Alors, je voyais Zaratan vous a mis aussi plein d'astuces, dans l'écrit, donc n'hésitez pas à regarder, voilà, depuis le début, il arrête pas d'écrire, donc vous avez plein de choses. Hésitez pas, voilà, il parle du coup, tac, 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 Rails.logger, de Sentry, de Rollbar. C'est des choses que je connaissais pas, donc je pourrais pas vous aider là-dessus, mais voilà. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à notre dernière partie qu'on avait préparée. Donc, des tips and tips pour continuer à progresser même après la formation. Parce que, bah, forcément dans la formation The Hacking Project, on n'a que, soit 3 mois, soit 6 mois. Hem et du coup, on peut pas tout voir.
forcément, malheureusement ou heureusement. Et du coup, est-ce que vous auriez des petits tips pour continuer à progresser après la formation sur, que ce soit sur Rails ou bien sur du front ou bien peu importe, dans le dev en général, voilà. Ouais. Moi, je vous encourage à lire vos logs au plus tôt et voir, ce qui se passe en SQL, en fait, quand vous faites des requêtes Rails. Parce qu'après enfin SQL, c'est 1000 fois plus rapide quand vous avez des grosses migrations à faire. Donc nous, en entreprise, on l'utilise pas mal et en sortant de PHP, on a des bases basiques et ça peut être un peu, costaud pour tout comprendre. Donc hésitez pas à vous y intéresser un peu plus, quoi, que ça vous facilitera la vie dans le futur. Voilà et sinon, bah, comme toujours, hein, essayez de faire des specs, enfin faire des tests sur votre code pour vous entraîner parce que c'est pareil, c'est obligatoire une fois en entreprise. Voilà, je sais pas, Quentin, tu avais des petits trucs? OK. Bah, et après, c'était juste pour rebondir vite fait, de ton côté, les tests, comment est-ce qu'ils sont gérés, tests unitaires côté Ouais, Moncard? nous on teste tout. Donc, dès que tu fais une méthode, dans ton modèle, tu écris un test pour cette méthode. Dès que tu crées, une nouvelle action dans ton contrôleur, tu testes ton action. Si tu crées un service, tu testes tout ton service. Du coup, tout ce que tu codes, tu écris un test pour absolument tout et du coup, on est en dès qu'on merge quelque chose enfin, dès qu'on fait nos PR, en fait, tous les tests de toute l'application, on repasse pour voir si tu as rien cassé sur le reste et vérifier qu'il y a pas de régression. Donc du coup, tout est toujours testé et on a, d'ailleurs un pourcentage de coverage, donc si tu fais une PR et que tu as pas assez de tests, ça te met un warning en mode, tu as pas assez testé, réécris tes tests. Donc là-dessus, on doit tout tester chez nous. OK et est-ce que tu as des exemples de comment vous testez justement avec quel outil par exemple? Sur du Rails? On est sur AirSpec nous. Du coup, on écrit nos tests AirSpec et AirSpec? après ouais et après pour l'intégration continue, on a CircleCI. Du coup, ça tourne en permanence dès que tu pushes, en fait, sur le PR. Heu et c'est tout, je crois, comme outil, il me semble. OK et de ton côté Quentin, du coup plus, en Java, Angular, Mmh. Bah, alors, déjà, c'est vrai que, sur le vaste sujet des tests, je m'en souviens que je trouvais ça vachement austère comme sujet, mais bon. Ce qui est clair, c'est que, c'est utilisé partout, sur tous les projets de petite ou de grande taille. Donc ouais, je vous invite à écrire ces tests parce qu'il y a de il y a de fortes chances qu'à des moments, il faudra en écrire des tests unitaires. Alors côté Java, c'est JUnit qui est assez réputé, qu'on utilise. Et effectivement, les tests, en fait, ça peut englober, bah, forcément les tests unitaires qui permettent de bien vérifier que le contrôleur marche, que le service quelconque marche, que la création de modèles aussi se passe sans encombre. Voilà, donc c'est vraiment pour, comment dire? En les écrivant, en fait, ça donne une compréhension supplémentaire sur, un peu le flow que vous avez conçu dans la code base. Donc oui, je peux que sensibiliser là-dessus et dire que c'est important et après, comme l'évoquait Charlotte et ça, c'est vraiment dans l'environnement professionnel, il y aura très certainement, toutes sortes de choses qui vont être mises en place pour le projet, pour l'application, pour son intégration. Donc c'est-à-dire avant que le site soit live, que l'application, ait sa mise à jour et cetera, et bien, il y aura toutes sortes de dispositifs d'intégration qui vont être utilisés. Donc ça veut dire qu'on vérifie, là, par exemple, pour la pull request dont Charlotte parlait, on vérifie que ça casse rien de l'existant, qu'il y a pas de régression et cetera. Donc ça, c'est d'autres genres de tests, avec d'autres outils et donc ça en fait, le but, c'est vraiment de vérifier, que la code base est toujours en bonne santé. Donc ça, c'est pas nécessairement, ça devient plus forcément un job pour un développeur classique. Là, on rentre plus dans le sujet du DevOps. Et puis pareil, enfin, vraiment pour votre curiosité, je vous invite à regarder ce que ça peut impliquer le DevOps. Mais voilà, l'idée, c'est que votre code base, elle va être, comment dire? Elle va être assez blindée, par ces tests d'intégration et dispositifs
pour vérifier sa bonne santé. Donc voilà, ça c'était vraiment pour le sujet de test. Je sais pas si tu avais, de ton côté, ce serait quoi vos outils de test d'intégration, Charlotte? Beh, du coup, nous, on a le CircleCI qui fait tourner tous les tests AirSpec, dès que tu pushes. Donc, en fonction de ça, si tu as juste changé une ligne de code, il y a quand même tout qui va retourner, vérifier que tu as rien cassé. Et ce qui est cool, c'est que du coup, bah, tu peux rien enfin, si tout le monde a bien tout testé son code, logiquement, si tu pètes un truc, tu le sais avant de mettre en prod. Mais Mmh. ça, c'est dans l'idéal. Après, il y a la pratique, quoi. Mais, ouais, donc normalement, tu le sais si tu as cassé quelque chose avec ton dev. Mmh mh. Ouais, bah, à nouveau, les fondamentaux se recoupent, hein, mon côté, on utilise GitLab, et pareil, il y a quelque chose qui s'appelle GitLab CI/CD, intégration continue et ça permet de vérifier, que et d'avoir tous ces blindages, avant que la code base évolue, donc même idée. Sinon moi un tout autre sujet qui me venait, en tout cas pour continuer à progresser et qui a vraiment, petit à petit, changé ma façon de et me ma compréhension, on va dire, du front-end. Si vous voulez faire du front-end, que ce soit via un framework ou alors dans un monolithe sur Rails avec des requêtes Ajax ou autre, heu, il me semble impératif de bien appréhender la logique asynchrone. Parce que sur toutes les API front-end, c'est absolument incontournable, sur tous les frameworks, React, Angular, Vue, peu importe. Il y aura une logique asynchrone à un moment ou à un autre parce que ce que ça implique côté front, c'est que le front va demander des données en back-end et les attendre. Et donc c'est ça en fait l'asynchrone. On attend que ces données reviennent pour ensuite les réincorporer, dans le flow, dans le HTML final. Et voilà et c'est une logique qui est très particulière. Heu, si vous avez fait du Ajax, c'est une approche et sur les frameworks front, React, Angular, c'est géré d'une toute autre manière. Voilà, si vous voulez faire du front-end, l'asynchrone, c'est, vraiment un point clé, selon moi, si vous voulez vous lancer, pour la suite, plutôt si vous voulez vous centrer plutôt là-dessus. Et oui et puis d'ailleurs, Charlotte, vu que tu es plus en back, il y a aussi de l'asynchrone en back-end, Ouais, j'imagine? ce que j'allais dire du coup, c'est enfin moi je fais pas de front du coup, mais si vous restez un peu sur Rails, essayez de vous intéresser aussi ce qu'il y a à part les contrôleurs, les vues, les modèles. Vous allez avoir les services qui vous permettent de gérer des logiques, totalement indépendants et vous avez des jobs et du coup, plutôt que par exemple, si un client vous demande, enfin veut faire un export de ses dépenses, plutôt que de lancer l'export, que tout se fasse et qu'ensuite il puisse passer à la suite, il va lancer son export et vu que vous l'avez mis en job, ça va se faire en background et du coup, comme ça, lui, il va pouvoir continuer de naviguer et il y aura pas de time out ou de choses comme ça et du coup, les jobs, c'est vachement utilisé aussi, en back-end donc voilà, si vous voulez lire là-dessus, c'est bien de le savoir. Voilà, voilà. J'ai pas grand-chose de plus à rajouter là-dessus. Voilà et pour ceux qui sont en full stack du coup, donc Quentin a parlé d'Ajax, tout ça, c'est quelque chose que vous verrez la semaine prochaine. Donc c'est normal pour l'instant si ça vous dit pas grand chose, mais vous verrez ça, il me semble que c'est la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Donc Bon, bah, voilà, petit voilà, spoiler de ce qui vous attend en front-end. courage, ça va aller. Oui, en vrai, ça va. Vraiment, Oui, je veux pas inquiéter qui que ce soit, ça se fait. C'est une certaine, gymnastique, mais voilà, au moins c'est dit. L'asynchrone dans les web applications, c'est assez incontournable. Moi, j'avais juste un autre élément aussi qui me semble incontournable, pour ensuite, voilà, être bien ancré sur le plan professionnel dans une fonction de dev et cetera. C'est à mes yeux, impératif de bien maîtriser Git. Heu, et ce qui est très, très bien d'ailleurs pour, The Hacking Project, c'est que, l'idée c'est de faire du Git, à l'ancienne, en ligne de commande. Et vraiment, ouais, moi ce que je vous invite à faire, c'est, heu, aller chercher, les différentes possibilités sur Git. C'est bon, c'est un système, assez vaste, mais au final, en s'accrochant, voilà, il y a une maîtrise qui se fait au fur et à mesure.
Et pareil, enfin, sur le plan professionnel, c'est absolument, ouais, c'est complètement incontournable. Il peut y avoir plusieurs types de guide flow. Ce qu'ils appellent des guides flow, c'est comment, quand on est, admettons, 20 personnes à travailler sur une même code base, bon 20 ça fait beaucoup, mais peu importe, comment on envoie notre portion de code, sur cette code base commune, comment on gère en sachant que nos camarades peuvent le faire à peu près simultanément, comment on gère les branches Git et cetera. Donc ça, c'est, de toute façon, ce sera un élément clé pour les projets finaux et heu et et voilà, c'est selon moi tout aussi important que la qualité du code lui-même. C'est, Git en fait, c'est, organiser justement la remontée de votre code dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, c'est purement, en fait de l'organisationnel. Heu heu, alors c'est technique aussi, hein, parce qu'il y a plein de fonctions Git qui existent, mais voilà, c'est bon, vraiment mon point, Git, on peut a priori, heu, avoir une maîtrise, qui se fait assez naturellement, mais je veux dire pour moi, c'est à pas mettre de côté. En tout cas pour la suite pour vous. Hop, bon, du coup, il est 40, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet. Je sais pas si vous avez encore des choses à dire? Sinon on va passer, à la partie questions-réponses. Donc si vous avez des trucs à dire, vous pouvez le dire maintenant, sinon, on peut passer là-dessus. Je pense qu'on va passer aux questions-réponses. C'est bon? Moi, c'est good de mon côté. OK, nickel. Alors du coup, ouais, si vous avez des questions donc par rapport à tout ce qu'on vient de dire, donc aux différents sujets qu'on a abordés, des questions ou des remarques ou des choses en plus à ajouter, on ne sait jamais. Vous pouvez donc soit lever la main ici, puis on vous donnera la parole pour que vous puissiez, parler directement, à nos intervenants. Ou bien, voilà, vous pouvez poser vos questions en écrit en attendant qu'on vous donne la parole. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, il y a pas de questions bêtes. S'il y a des choses que vous avez mal comprises peut-être, faut pas hésiter. Vous avez l'air inspiré, c'est bien. Sinon, Zaratan, bah, on peut peut-être te donner la parole maintenant, si tu avais des choses à dire, voilà, des choses à ajouter. Tu as pas mal parlé dans l'écrit. Donc si c'est bon pour toi, tu peux lever la main, comme ça on pourra te donner la parole. Pour le debugging, parce que j'ai vu deux, trois remarques. Euh, les logs, globalement, Rails, il y a un système de logger de base qui est dedans, qui est le Rails.logger. Ça, il y a plein de façons de le configurer. Et après, tes logs se retrouvent dans tous les systèmes qui existent de la Terre pour faire ça. Euh, ça dépendra du DevOps qui vise à le configurer, hein, mais l'idée, c'est de rendre tes logs, faire en sorte que tes logs soient je cherche un mot en français, je vais faire de la recherche dedans. Parce qu'en général, tu vas en avoir des quantités astronomiques, et du coup, tu peux pas juste tous les lire dès que t'es rendu en production. Le débugger, c'est chouette quand t'es en développement, mais quand t'es en train de débugger quelque chose qui arrive à un client, bah en fait, t'as tous tes logs pour t'aider en fait. Tu peux jamais mettre un débugger dedans. Moi, quand on va mettre mon code dedans. C'est trop bien, hein. Je me parle, je rebondis sur ce que tu disais, Charlotte. Hein. Euh, du coup, les logs, en faire des logs super propres, c'est super important, je pense. Sinon, je sais pas si vous avez déjà utilisé, Quentin ou Charlotte, quelque chose comme Sentry ou Rollbar, ou il y en a d'autres, hein, Apsibo, je crois. Ouais, nous on est, chez Mooncard, on est avec Sentry. Donc enfin pareil, on fait ressortir des erreurs s'il y en a et dès qu'il y a une 500 ou autre, on le sait directement quand ça arrive en prod, ce qui est très pratique aussi. Ce qui est pratique parce que moi, pour moi, il y a deux points super importants. Il faut se dire que les développeurs, jamais ils vont t'envoyer un mail avec un descriptif correct de ton erreur. Et deuxièmement, en fait, tu peux aussi avoir une idée de la volumétrie de ton erreur. C'est super intéressant. Si y a une seule personne qui est touchée une fois tous les 36 du mois, c'est pas très grave. Si ça arrive des milliers de fois par minute, faut peut-être le gérer tout de suite. Quoi. Ça donne une idée d'urgence, en fait, je pense, sur les erreurs. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, l'idée c'est que tu peux brancher un petit système qui attrape toutes les exceptions dans Rails en avance, enfin, quand elles arrivent, et qui te crée une espèce de vue de ton erreur qui permet, toi, de débugger en tant que développeur, tu la vois et en fait, tu es plus capable de débugger ce qui est en train de se passer. Alors, c'est pas toujours évident,
mais ça peut être pratique. Ouais et aussi dans ton code, si tu par exemple, je sais qu'on a des imports, des exports qui peuvent être très longs et si ça se fait pas correctement, tu peux catch, l'erreur et dire si jamais il se passe ça à ce moment-là, tu l'envoies dans Sentry et comme ça nous on est alerté si, le code qu'on a fait marche, pas comme il faut, quoi. Dans Sentry, au cas où, tu peux même, dans Rollbar, hein, c'est pareil, hein, tu peux même envoyer des messages custom aussi. T'es pas obligé que ce soit des exceptions. Et des fois, c'est pratique pour genre savoir combien de personnes passent par un endroit de ton code. Voilà. Ça peut servir de débugger. Tu vois, genre, très ponctuel pour un truc en particulier, tu peux dire, euh, voilà. Euh, je sais pas si j'ai d'autres choses, non, je sais pas si j'ai d'autres choses à rajouter. Après, c'est tout, c'est déjà rajouté beaucoup de choses par écrit. Hein. C'est de l'aide, break, enfin, les deux, trois outils en ligne sont pratiques. Le backup, le linking en général, c'est bien. Je sais pas, Charlotte, toi tu disais que tu utilisais le backup. Quentin, si tu fais du front, j'imagine Prettier, ou ESLint, ou les deux. Oui, tout à fait, oui, les 2, oui. En front. C'est, pour moi, le linting, c'est super important. Ça fait que quand tu arrives sur du code, il ressemble au code dans le reste de la. Tu n'es pas trop surpris, quoi. J'ai vu une question dans le chat de Giacomo, je veux bien commencer à donner une réponse. Donc, on a pas mal parlé des tests, effectivement, donc tests unitaires, tests d'intégration. Est-ce qu'il y a un moment dans la formation où on revoit les tests? Alors, en fait, de mémoire, au niveau des contenus, il y a pas forcément de nouveaux contenus dédiés aux tests. Maintenant, dans les implémentations en cours que vous faites sur Rails, rien ne vous empêche de jeter un œil à comment écrire un test d'un contrôleur, comment écrire un test pour un modèle, etc. Voilà. Après, c'est vraiment, pour le coup, c'est au volontariat. Euh, Nous, ce qu'on a fait, c'est essentiellement, je pense, de la sensibilisation sur le fait que ce sera systématiquement utilisé, en tout cas pour un projet d'une boîte. Maintenant, voilà, je parle sous le contrôle de Boris et Lilian, mais il n'y a pas forcément de nouvelles journées dédiées aux tests unitaires qui sont prévues dans les contenus. Il me semble que pendant les projets finaux, tu as des ressources, mais tu es en train de faire ton projet final. Mais ce que tu peux faire, c'est la semaine après ton projet final, d'aller tester toutes les méthodes que tu as écrites en fait, et te servir des ressources pour t'entraîner à faire les tests. Ce ne sera pas pendant la formation, mais normalement, tu as les ressources et du code à tester. Parce que c'est chiant à écrire, mais au moins, si tu as le code, c'est déjà ça, quoi. Ça, bah, comme je t'ai mis déjà en écrit, Giacomo, du coup. En fait, le problème, c'est que la formation, voilà, vous avez que 3 mois sur à la fois Ruby, HTML, CSS, Ruby on Rails, tout ça. Donc, voilà, on peut forcément pas voir tout ce qui existe au niveau du code, en intégralité. C'est un petit peu compliqué. Mais après, alors je suis en train de vérifier en même temps. Il me semble que vous avez des ressources là-dessus effectivement pendant les projets finaux. Vous avez ouais. Pendant la première semaine de projet final, tu auras donc, pour le mardi, des ressources, donc tester ces modèles avec AirSpec, des ressources sur les tests d'intégration, c'est les tests de contrôleur et les tests de vue. Donc on en parle, vous avez des ressources là-dessus. Le seul souci, c'est que c'est pendant les projets finaux, donc si vous avez le temps, que vous pouvez les faire, que vous êtes motivé, voilà, il y a ces ressources-là qui vous expliquent vraiment, voilà, dès les premiers jours de projet final, comment tester votre code. Donc vous pouvez tout à fait le faire, il y a aucun souci. Mais voilà, vous n'aurez pas, comme pour les autres ressources, les semaines précédentes, des projets, là-dessus pour vraiment bien comprendre et tout ça. Mais vous pouvez toujours tester, voilà, de tester votre code sur votre projet final et ça peut être, très bien même pour éviter, les différents bugs, qui peuvent, venir se mettre dedans. Voilà. Deux autres questions qui sont arrivées. Donc déjà, Lucas remarque par rapport à Git. Donc, du côté de Lucas, il y a l'utilisation de Perforce et Swarm Review. Bon, je connais pas les outils.
Mais effectivement, alors on va dire que Git, c'est ce qu'il y a en fond pour l'organisationnel du code, que ce soit du coup pour les applications web sur GitHub ou alors sur GitLab, pour les deux essentiels. Maintenant, ce que je disais, c'est que pendant la formation, vous voyez comment utiliser Git à l'ancienne en ligne de commande, ce qui est vachement bien. Maintenant, pour la suite, c'est très vraisemblable que vous utilisiez des outils qui facilitent l'utilisation de Git. Par exemple, Gitkraken, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Des fois, dans les IDE sur VS Code, sur IntelliJ, il y a des outils qui vont faciliter également le fait de gérer sa branche Git, le fait d'ajouter des fichiers, de les commit, etc., de les push sur une branche. Maintenant, voilà, enfin, mon point par rapport à Git, c'était essentiellement sensibiliser sur la nécessité de la chose et pour organiser une code base, a priori, ce qu'il y a derrière une code base qui est sur le web, c'est systématiquement Git qui va être là en fond. Donc, le fait de comprendre un peu ce qu'il y a derrière, selon moi, voilà, ça reste important, même si il y a toutes sortes d'outils qui vont faciliter la chose. Voilà, je sais pas si ça répond bien à la remarque de Lucas, mais c'était pour ajouter un point sur Git. Et sinon, donc Dylan, des tips routines pour progresser en front et intégration après PHP pour gagner en skills qualité du code. Franchement, la première chose qui me vient, si jamais tu es intéressé par le front, je peux que recommander d'aller plus loin et de faire la formation sur React parce que maintenant, si il y a des postes de développeurs front-end, a priori, ça va être sur un framework front, donc React, Angular, Vue. Angular un peu plus courant que React, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, bon, c'est à peu près au coude à coude. Mais voilà, pour progresser en front, je pense que ça, c'est un peu incontournable maintenant, l'un de ces frameworks, parce que c'est bon, c'est toute une gymnastique, c'est toute une logique du code qui est vraiment très particulière, à appréhender. Et voilà et enfin, concrètement, moi, c'est ce qui justement m'a fait, progresser en front-end. C'est précisément ça, apprendre React, puis ensuite passer sur Angular pour voir un peu comment est gérée cette logique de composants, cette logique d'asynchrone avec les éléments qu'on récupère du back-end et cetera. Et après, un autre élément, parce que là, c'est typiquement du front, JavaScript, bon, JavaScript, c'est la base, mais on peut très bien passer sur du TypeScript, qui est, pour résumer très synthétiquement, c'est du JavaScript, mais un peu plus, carré, si je puis dire. C'est du JavaScript où en fait on type les données qu'on reçoit, qu'on exploite, et donc ça permet de globalement, mieux contrôler le JavaScript qu'on écrit. Donc, ouais, pour progresser en front, moi, ça me paraît vachement intéressant de checker un peu ce qui se passe sur TypeScript. Et puis, en fait, ouais, à la fin, moi, je me rends compte que je préfère largement utiliser TypeScript parce que ça facilite vachement les choses. Voilà, pour les premières choses qui me viennent, Dylan. J'espère que ça répond à ta question. Ouais, pour ma part, bah, même chose, hein, au début, voilà, j'ai fait la formation développeur. Je me suis vite mis sur TypeScript et puis, au début, tu galères un petit peu parce que, voilà, tu comprends pas trop à quoi ça va servir et tout et après tu te rends compte, voilà, que ça aide beaucoup, que c'est génial, quoi, ça et au même titre, hésitez pas, voilà, sur le front, voilà, plus, pour des tips front, du coup, pour Dylan, à utiliser, voilà, des outils, comme on disait tout à l'heure, comme, ESLint, comme, Prettier, vont permettre, voilà, de te forcer, en fait, à écrire du code plus propre, d'une certaine manière. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Si jamais vous pouvez lever la main, il y a pas beaucoup de monde, donc ça devrait aller. Si vous voulez parler directement, pas poser votre question en écrit, il y a pas de souci. Bon, bah, c'est bien, c'est que c'était clair, que tout le monde a tout compris ou bien que tout le monde fait sa sieste, s'il y a Du coup, on quelqu'un peut de partir sommeil. du principe que le code sera bien clean, dans les projets finaux quand on fera les jurys, c'est ça? Ah ouais. On va suivre ça. Attention, les jurys, ils vont le savoir ça. Oula, Kevin, c'est bon.
On est parti. Ah ouais, c'est normal que ça vous paraisse, je vois Hugo qui a mis, c'est super clair. C'est juste que ça me paraît lunaire par rapport à mon niveau actuel. C'est normal que vous compreniez pas tout, qu'il y ait des petits soucis, que vous disiez, «Waouh, ça fait beaucoup de choses». Ça va venir avec le temps, ça va venir, petit à petit, vous inquiétez pas. Ouais, faut juste le garder dans le coin de la tête ou dans les onglets et les relire après la formation, quoi. C'est ça, faut être curieux en fait. Aller regarder un peu tous les outils, lire même si vous comprenez pas tout et ça vous construirez comme ça une culture, de dev, petit à petit. Ça, enfin, pour ma part, si je devais résumer, évidemment, le monde de l'informatique, c'est complètement renversant. Il y a énormément de choses. Là, on parlait on va dire des technos qu'on utilise, mais après, il y a des choses bien aussi complexes aussi qui sont sur la base de données, sur SQL. Bon, ça peut paraître assez intimidant, mais vraiment, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est juste d'être curieux et de prendre les choses au fur et à mesure, en fonction de aussi ce qui vous branche, de votre appétence. Si c'est plus du front, si c'est plus du back, ça peut-être vous pouvez commencer à le déterminer au fur et à mesure. Mais voilà, dans l'absolu, être curieux sur ce qui est utilisé sur la techno en question. Et voilà, aller chercher sur vraiment être acheté d'être curieux sur tout le flow, tout le processus qui est en cours sur Rails, qui part donc effectivement des requêtes SQL qui vont générer, qui vont être sur ces fichiers de migration qu'on écrit en pseudo SQL, puis ensuite qui vont jusqu'au modèle, puis ensuite qui remontent jusqu'à un endpoint, un contrôleur, puis ensuite qui vont vers le front-end. Voilà, être curieux sur un peu tous ces éléments-là, et puis après les choses viennent au fur et à mesure. Mais de toute façon, après on est humain, on peut pas être dans une compréhension absolue de tous les concepts, surtout en mode reconversion. Mais voilà, ça peut se faire. Faut juste s'accrocher et bien lire les logs parce que a priori des bugs il y en aura. Donc ouais, moi si je devais résumer, ce serait ça un peu qui me vient en tête. Tiens, j'ai Lucas qui parle de Lodash. J'ai jamais vraiment utilisé, je sais pas toi, Quentin? Moi, alors j'ai vu le nom, je crois à un autre moment, mais là ça me parle pas. Zaratan? Le Dash, c'est une librairie JavaScript qui permet d'avoir des fonctions qui rendent ta manipulation de tableaux ou plein d'autres choses, d'objets, un peu plus proche de ce que tu pourrais faire en Rails. Donc, tu auras ton map, tu auras ton capitalize, tu auras plein de choses. C'est vraiment plein de petits utilitaires en JS pour que ça ressemble un peu plus à Rails. Ah, Ruby, pardon. Grosso modo, hein. Ouais, c'est ah bah, il y a la doc, génial. Merci Lucas. Le seul gros défaut de cette librairie, c'est en fonction. Alors, je sais pas riche sur certaines personnes, mais dans l'idée, quand tu l'intègres en JavaScript, en fonction de à quoi ressemble ton bundler, la librairie, si tu l'importes en entier, elle est grosse. Elle prend beaucoup de place, elle prend beaucoup de poids dans ta page. Donc, il faut vraiment importer les bits que tu utilises et pas tout. Mais, voilà, normalement, de nos jours, tous les bundlers sont bien faits, et ça enlève les bouts qui sont pas importants, pas utilisés. Ouais, ça après, ouais, c'est plus, bah, du coup, ceux qui sont en dev, voilà, notez-le. Après, vous avez aussi, bah, l'import dynamique qui existe maintenant, donc si jamais, ça peut aider aussi. Heu, bon, bah, s'il y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Il est 15 heures. Eh bien, en tout cas, merci à vous, Charlotte et Quentin, d'avoir, pris le temps, de venir nous parler un petit peu de tout ça. Merci Zaratan aussi qui a un petit peu intervenu. Merci d'avoir, accepté, voilà, notre invitation, pour venir parler de Clean Code. J'espère que ça vous a plu. Ouais, j'espère que le contenu a plu et que vous allez vous en rappeler. Au pire, je pense que les gens peuvent toujours venir poser des questions
Enfin, Charlotte, à Quentin ou à moi, j'imagine Ouais, bien sûr, hein. qu'on est plus ou moins Oui, dispo. absolument. Sur Discord, j'ai toujours plaisir à revenir sur le Discord de THP, donc à Tout dispo pareil. si besoin. Alors, je fais plus tant de rails que ça, donc je vais peut-être être un peu rouillé, mais je peux voir un peu comment répondre à la question. Ouais. Pareil, à dispo si besoin et je ferai peut-être, mentor là pour les projets finaux. Je sais plus c'est quand, mais voilà, à voir. Alors, projet finaux, c'est à partir de dans 2 semaines, 3 semaines, pardon. OK, ça À marche. partir du ouais, j'ai plus la date. Lilian l'a là, normalement. OK. Bah, moi je vais devoir y aller du coup, donc ouais. Bon, mais en tout cas, bah, bon courage à tous. Ouais, bon Merci. courage, continuez bien à travailler, tout ça, tout ça. Bon, ouais. Force à tout le monde pour la fin de la formation full stack pour les projets finaux et voilà. Et puis, vraiment tout le meilleur pour la formation et pour la suite, vraiment. Eh bien, merci beaucoup et puis, bah, du coup, j'espère qu'on aura peut-être l'occasion de se revoir, sur Discord ou bien dans une autre table ronde une autre fois et puis, voilà. Au revoir tout le monde et puis, bah, merci d'être venu nous écouter. Ouais, salut. Bon Salut. après-midi, à bientôt.